On dit souvent que la vérité libère. C'est un mensonge. C'est une phrase que l'on imprime sur des posters de motivation ou que l'on répète dans les films hollywoodiens pour que les gens se sentent mieux. La réalité, c'est que parfois, la vérité vous tue. Elle ne vous tue pas physiquement, non. Le cœur continue de battre, les poumons continuent de se remplir d'air. Mais tout ce qui faisait de vous un être humain, vos rêves, votre confiance, votre identité, est réduit en cendres en une fraction de seconde. J'ai perdu mon fils et mon meilleur ami dans la même seconde. Pas à cause d'un accident de voiture, pas à cause d'une maladie foudroyante. Ils sont tous les deux bien vivants. Je les ai perdus à cause d'une simple feuille de papier. Une feuille A4 avec quelques graphiques et des pourcentages, qui a prouvé qu'ils s'appartenaient l'un à l'autre et que moi, je n'étais qu'un spectateur dans ma propre vie. Un intrus. Mais avant d'en arriver à cette feuille de papier, je dois vous raconter comment le poison s'est infiltré dans mes veines. C'était un jour qui devait être le plus heureux de l'année. C'était le 5e anniversaire de Léo. 5 ans, c'est un âge magique. C'est l'âge où ils commencent à avoir leur propre personnalité, leurs petites blagues, leurs regards malicieux. J'avais tout organisé. Le jardin était décoré de guirlandes de multicolores. Il y avait ce château gonflable hors de prix que Léo réclamait depuis des mois, et une montagne de cadeaux. Je me souviens de la météo, il faisait un soleil radieux, le genre de lumière dorée qui vous fait croire que rien de mal ne peut arriver. Je tenais mon verre de jus d'orange à la main, adossé au cadre de la porte-fenêtre, et je regardais ma vie. C'était une belle vie. Sarah, ma femme, coupait le gâteau au chocolat au centre de la table. Elle riait, repoussant une mèche de cheveux blonds derrière son oreille. Elle était magnifique. Après 7 ans de mariage, je la regardais encore avec les yeux d'un adolescent amoureux. Et puis, il y avait Marc. Marc n'était pas juste un ami, c'était mon frère. On se connaissait depuis la maternelle. On a fait les 400 coups ensemble. On a partagé nos premiers secrets, nos premières peines de cœur, nos appartements d'étudiants miteux. Marc était le parrain de Léo. C'était une évidence. Il était toujours là. Ce jour-là, il portait Léo sur ses épaules, courant autour du jardin en faisant l'avion. Léo hurlait de rire, ce rire pur et cristallin qui vous nettoie l'âme. « Plus vite, tonton Marc, plus vite !» criait Léo. Je souriais, je me sentais chanceux. J'avais une carrière solide, une femme aimante, un meilleur ami fidèle et un fils en bonne santé. Que demander de plus ? C'est à ce moment précis que le temps s'est ralenti. Vous savez, comme dans les accidents, quand le cerveau enregistre chaque détail avant l'impact. Marc s'est arrêté de courir, essoufflé, et a déposé Léo sur l'herbe. Ils se sont écroulés tous les deux, allongés sur le dos, haletant, regardant le ciel. Ils riaient exactement de la même manière. Une sorte de gloussement qui partait de la gorge, un peu rauque, suivi d'une grande inspiration. Je me suis approché pour leur apporter de l'eau, et là, mon regard s'est posé sur leur visage. Le soleil frappait le visage de Marc de profil. Il souriait à Léo, et j'ai vu ce détail, ce minuscule détail anatomique que j'avais vu 1000 fois sur Marc, mais auquel je n'avais jamais prêté attention dans ce contexte. Il avait une fossette au menton, une fente bien marquée, très visible quand il souriait. C'est un trait de caractère fort, presque viril. Mon regard a glissé vers Léo. Mon petit garçon me regardait, les yeux plissés par le soleil. Il m'a souri, et mon sang s'est glacé. Léo avait la même fossette, exactement la même, au même endroit, avec la même profondeur. J'ai porté ma main à mon propre menton, machinalement. Le mien est rond, lisse, pas de fossette. J'ai regardé Sarah qui distribuait les parts de gâteau un peu plus loin. Sarah a un visage fin, ovale, un menton pointu. Lisse, pas de fossette. Je ne suis pas biologiste, je ne suis pas généticien, mais je me souviens de mes cours de SVT au lycée. Les traits dominants, les traits récessifs. 2 parents sans fossette au menton peuvent-ils avoir un enfant avec une fossette aussi marquée ? C'est rare, c'est très rare. « Hé, papa, tu rêves ?» La voix de Léo m'a sorti de ma transe. J'ai cligné des yeux, forçant un sourire qui me semblait peser une tonne. « Non, mon champion, je t'apportais à boire. » J'ai tendu le verre à Marc. Nos doigts se sont effleurés. D'habitude, je lui aurais donné une tape amicale sur l'épaule. Là, j'ai eu un mouvement de recul imperceptible, comme une répulsion instinctive. Marc a bu une gorgée et a lancé. « Merci, mec. Ton fils est une pile électrique. Il va me tuer. Ton fils,
Ces deux mots ont résonné dans ma tête avec un écho sinistre. C'est alors qu'une collègue de Sarah, une femme un peu bruyante nommée Valérie, s'est approchée de nous avec une assiette de gâteau. Elle a regardé Marc, puis Léo, puis encore Marc. Elle a ri, la bouche pleine de chocolat. C'est dingue quand même, a-t-elle postillonné joyeusement. Regardez-les, on dirait le même moule. Léo, tu ressembles plus à ton parrain qu'à ton père. C'est suspect tout ça, hein? Elle a éclaté de rire, un rire gras, sans arrière-pensée, une simple blague de soirée comme on en fait des milliers. Mais personne n'a ri avec elle. J'ai vu le sourire de Marc se figer une microseconde. C'était presque invisible, juste un petit tressaillement au coin de l'œil. Il a immédiatement compensé par un rire fort, trop fort. « Bah voyons Valérie, c'est parce qu'on est tous les deux beaux gosses, c'est tout. Le pauvre Pierre, lui, il a un visage commun. » a-t-il plaisanté en me donnant un coup de coude dans les côtes. J'ai ri aussi, je devais rire. C'était le script social. Si je ne riais pas, je devenais le mari jaloux et paranoïaque qui gâche l'anniversaire de son fils. Alors j'ai ouvert la bouche et j'ai laissé sortir un son qui imitait l'amusement. Mais à l'intérieur, j'étais en train de suffoquer. Mon regard s'est tourné vers Sarah. Elle était à 3 mètres. Elle avait entendu. Elle avait forcément entendu. Elle ne nous regardait pas. Elle était soudainement très occupée à ramasser des serviettes en papier tombées par terre. Ses épaules étaient tendues. Elle ne s'est pas retournée pour sourire à la blague. Elle a évité mon regard. Pourquoi a-t-elle évité mon regard? Le reste de la fête s'est déroulé comme dans un brouillard. Je voyais les gens bouger, j'entendais la musique, je répondais aux questions, mais mon esprit était ailleurs. J'étais devenu un détective dans ma propre maison. Je scrutais chaque interaction, chaque geste. J'ai vu Marc aller chercher une bière dans la glacière. Sarah y était déjà. Ils se sont parlé, pas longtemps, juste 10 secondes. Mais il y avait une familiarité dans leur langage corporel qui soudain me paraissait obscène. La façon dont il s'est penché vers elle, la façon dont elle a posé sa main sur son avant-bras avant de la retirer rapidement. Étaient-ce des gestes d'amis ou des gestes d'amants qui ont partagé une intimité secrète? Avant aujourd'hui, j'aurais dit ami, sans hésiter. J'aurais mis ma main au feu. Mais maintenant, avec cette maudite fossette gravée dans ma rétine, je voyais tout sous un filtre différent. Le filtre du doute. Et le doute, une fois qu'il est là, c'est comme de l'encre dans un verre d'eau. Il teinte tout. Il ne repart jamais. Le soir venu, quand le dernier invité est parti et que la maison est retombée dans le silence, j'ai aidé Sarah à ranger. Léo dormait, épuisé, serrant son nouveau dinosaure en plastique. « C'était une belle journée, » a dit Sarah en essuyant le comptoir de la cuisine. Elle semblait fatiguée, mais contente. « Oui, » ai-je répondu. Ma voix était neutre, trop neutre. Léo était heureux. Je l'ai observé. Elle portait une robe d'été bleue qui lui allait à ravir. C'était la femme de ma vie, la mère de mon enfant. Comment pouvais-je penser une chose pareille? Je me sentais coupable. Je me sentais sale d'avoir ces pensées. Valérie n'était qu'une idiote avec une blague mal placée. Une fossette, ça ne veut rien dire. La génétique est capricieuse. Ça saute des générations. Non. Peut-être que mon arrière-grand-père avait une fossette. Je voulais désespérément me convaincre. Je voulais effacer les dernières heures. Je suis monté dans la chambre de Léo pour l'embrasser avant d'aller me coucher. La veilleuse projetait des étoiles au plafond. Il dormait profondément, la bouche entr'ouverte. Je me suis penché au-dessus de son lit. J'ai caressé ses cheveux doux. Et puis, j'ai allumé la lampe de poche de mon téléphone. J'ai essayé de ne pas le réveiller. J'ai dirigé le faisceau vers son menton. Elle était là, cette petite dépression cutanée. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert ma galerie photo. J'ai cherché des photos de moi enfant. J'en avais quelques-unes que scannées. Moi à 5 ans, menton rond. Moi à 10 ans, menton rond. J'ai cherché des photos de mon père. Menton rond. J'ai cherché des photos du père de Sarah. Menton carré, mais lisse. Puis, j'ai scrollé jusqu'à trouver une photo de nous trois. Moi, Sarah et Marc, lors d'un barbecue l'été dernier. J'ai zoomé sur le visage de Marc. La ressemblance entre le menton de Marc et celui de l'enfant qui dormait devant moi n'était pas vague. Elle n'était pas possible, elle était frappante. C'était comme si la nature avait signé son œuvre, laissant une trace indélébile pour se moquer de moi. Je me suis assis par terre, dans le noir, au pied du lit de mon fils. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il réveille Léo. Je ne pouvais pas rester avec ce doute. C'était impossible. Si je ne savais pas, j'allais devenir fou. Je devais savoir, peu importe le prix,
Peu importe la douleur, c'est là, assis sur le tapis, au motif de voiture de course, que la décision a été prise. Je n'allais pas poser de questions, je n'allais pas faire de scène, non, j'allais mener mon enquête. J'avais besoin de preuves irréfutables, j'avais besoin de science. Je me suis relevé, j'ai regardé mon fils une dernière fois avec une boule dans la gorge grosse comme un poing, et je suis sorti de la chambre. La nuit allait être longue, très longue. Le doute est un parasite. Une fois qu'il a pondu ses œufs dans votre cerveau, il n'arrête jamais de se nourrir. Il mange votre sommeil, il mange votre appétit, il mange votre raison. Les jours qui ont suivi l'anniversaire ont été une longue descente aux enfers. Je continuais d'aller au travail, je continuais d'embrasser Sarah le matin, je continuais de jouer au Lego avec Léo le soir. De l'extérieur, j'étais le même homme, le voisin idéal, le mari modèle. Mais à l'intérieur, j'étais en train de pourrir. Je portais un masque qui devenait chaque jour plus lourd, plus suffocant. Je ne dormais plus. Dès que Sarah s'endormait, sa respiration devenant régulière et paisible à mes côtés, je me levais. Je glissais hors du lit comme un voleur, pieds nus sur le parquet froid, et je descendais dans le salon. Là, dans la lumière bleue de l'écran de mon ordinateur, je menais mon enquête. Je suis devenu obsédé par la génétique. J'ai lu des dizaines d'articles scientifiques, des forums, des études sur l'hérédité des traits faciaux. J'ai appris que la fossette mentonnière est un trait autosomique dominant. J'ai appris les probabilités. J'ai appris que, statistiquement, il était hautement improbable que Léo ait ce menton, si ni Sarah ni moi ne l'avions. Pas impossible, non. La nature a ses caprices, mais improbable. Mais les statistiques ne me suffisaient pas. J'avais besoin de voir. J'ai sorti les vieux albums photos, ceux qu'on ne regarde jamais, ceux qui prennent la poussière au fond du placard. J'ai étalé ma vie sur la table de la salle à manger. Des centaines de visages souriants. Je cherchais une trace de moi en Léo. Juste une. Allez, je murmurais seul dans le silence de la nuit. Montre-moi quelque chose. Je cherchais mes yeux sont noisettes, avec des petites taches vertes. Ceux de Léo sont marron foncé, presque noirs, comme ceux de Marc. Je cherchais mes oreilles, les miennes sont petites, collées au crâne. Celles de Léo sont légèrement décollées, comme celles de Marc. Je cherchais mes mains, mes doigts sont longs et fins, des mains de pianiste, disait ma mère. Les mains de Léo étaient déjà larges, carrées, comme celles de Marc. Plus je regardais, plus mon visage s'effaçait du sien. C'était terrifiant. J'avais passé 5 ans à me projeter en lui, à dire « Oh, il a mon caractère » ou « Il fronce les sourcils comme moi ». Mais c'était faux. C'était une illusion que mon cerveau avait construite pour valider ma paternité. En réalité, je regardais un étranger grandir dans ma maison. Au bout de 3 nuits, sans sommeil, j'ai craqué. Je ne pouvais plus vivre avec des peut-être. Il me fallait une réponse binaire, oui ou non, 0% ou 99%. J'ai commandé le test ADN en ligne, un kit de paternité discret. J'ai payé avec une carte de crédit que Sarah ne surveillait jamais. J'ai fait livrer le colis à mon bureau pour qu'elle ne le trouve pas dans la boîte aux lettres. Quand le paquet est arrivé, 2 jours plus tard, il m'a semblé peser 1 tonne. C'était une petite boîte en carton blanc, banale, mais je savais qu'elle contenait de quoi faire exploser ma vie. Maintenant, il me fallait les échantillons. Pour moi, c'était facile. Un coton-tige frotté contre l'intérieur de ma joue. Pour Léo, c'était déchirant. Ce soir-là, je suis allé dans la salle de bain pendant qu'il se brossait les dents. Il était debout sur son petit marchepied, de la mousse de dentifrice au coin des lèvres. Il m'a vu dans le miroir et m'a fait un grand sourire édenté. Il venait de perdre sa première dent de lait. « Regarde, papa, je brosse bien au fond. » Mon cœur s'est serré. J'avais l'impression d'être un traître, un espion infiltré qui allait voler l'ADN de son propre fils, ou supposait-elle. « C'est super, champion, » ai-je dit, ma voix tremblant légèrement. « Tiens, ta brosse est un peu vieille. On va en prendre une nouvelle, d'accord ?» J'ai pris sa brosse à dents, celle qu'il venait d'utiliser, encore humide de sa salive et de ses cellules. Je l'ai glissée discrètement dans ma poche au lieu de la jeter à la poubelle. J'ai sorti une brosse neuve de l'armoire. « Cool, une bleue !» s'est-il exclamé, ignorant totalement que son père venait de commettre un acte irréparable. Une fois Léo couché, je suis allé m'enfermer dans mon bureau. J'ai mis des gants en latex. J'ai coupé les poils de la brosse à dents et je les ai scellés dans le petit sachet plastique fourni par le laboratoire. Échantillon A, l'enfant.
Il me manquait le dernier morceau du puzzle. Échantillon B, le père présumé. Je n'avais pas besoin de l'ADN de Marc pour savoir si je n'étais pas le père. Mon ADN et celui de Léo suffisaient pour m'exclure. Mais je voulais être sûr. Je voulais savoir qui. Je voulais que la trahison soit nommée, chiffrée, prouvée. Si je n'étais pas le père, je devais avoir la certitude absolue que c'était Marc. L'occasion s'est présentée le samedi suivant. Marc est passé à la maison pour regarder le match de football. C'était notre rituel. Bière, pizza, canapé. Avant, c'était mon moment préféré de la semaine. Aujourd'hui, c'était une séance de torture. Il est arrivé avec son grand sourire habituel, une pack de bière sous le bras. « Alors, prêt à voir ton équipe se faire humilier ?» a-t-il lancé en entrant sans frapper. Il était chez lui ici. Trop chez lui. Sarah était dans la cuisine. Elle a ri à sa blague. « Ne soyez pas trop bruyant, je travaille sur un dossier », a-t-elle dit. Elle lui a fait la bise. J'ai observé le contact de leur peau. C'était rapide, chaste. Mais maintenant, je voyais l'histoire invisible derrière ce geste. Je les imaginais 5 ans plus tôt. Où, quand, était-ce dans notre lit, dans sa voiture? La nausée m'est montée à la gorge. « T'inquiète pas, Sarah, on va crier en silence », a répondu Marc. Nous nous sommes installés dans le salon. Le match a commencé. Je regardais l'écran, mais je ne voyais pas le ballon. Je voyais Marc. Je voyais ses mains qui tenaient tant la bouteille de bière. Je voyais sa bouche qui touchait le goulot. Son ADN, il le déposait partout. À la mi-temps, il a posé sa bouteille vide sur la table basse. « J'en reprendrai bien une autre », a-t-il dit en s'étirant. « Je m'en occupe », ai-je dit, un peu trop vite. Je me suis levé d'un bond. J'ai pris sa bouteille vide. Je la tenais par le bas, soigneusement, pour ne pas toucher le goulot. « T'es un chef », a dit Marc, les yeux rivés sur les publicités. Je suis allé dans la cuisine. Mon cœur battait la chamade, comme si je venais de braquer une banque. J'ai vérifié que Sarah n'était pas là. La voie était libre. J'ai sorti un sac Ziploc que j'avais préparé et caché derrière la machine à café. J'y ai glissé la bouteille de Marc. J'ai chassé l'air et j'ai fermé le zip. Voilà, je l'avais. L'essence de sa trahison, capturée dans un sac plastique. Je lui ai apporté une nouvelle bière, les mains moites. Le reste de la soirée a été un flou artistique. J'avais envie de hurler, de le frapper, de lui jeter la bouteille au visage. Mais je suis resté assis là, à commenter les hors-jeux, comme un bon petit soldat. Le lundi matin, j'ai posté les échantillons. Le colis est parti dans la fente jaune de la boîte aux lettres et avec lui, mes derniers espoirs de normalité. Ensuite, l'attente a commencé. 1 semaine, 7 jours, 168 heures. C'était la semaine la plus longue de mon existence. Chaque minute était une épreuve. Le laboratoire m'avait envoyé un email de confirmation, échantillon reçu, analyse en cours, résultat sous 5 à 7 jours ouvrés. Pendant cette semaine, je suis devenu un fantôme dans ma propre vie. Je rentrais du travail, je m'asseyais et je regardais le mur. Mais le plus dur, le plus cruel, c'était Léo. Chaque soir, c'était mon tour de lui lire l'histoire. C'était notre moment sacré. Il choisissait un livre, se blottissait contre moi, sa petite tête posée sur mon torse. Je sentais l'odeur de son shampoing à la fraise. Je sentais la chaleur de son petit corps confiant. Avant, ce contact me remplissait de force. Maintenant, il me brûlait. Le mercredi soir, 3 jours après l'envoi du test, je lui lisais une histoire de dragon. Il était appuyé contre moi. Je sentais son cœur battre doucement contre mon bras. Et soudain, une pensée horrible m'a traversé l'esprit. Je tiens le fils de Marc dans mes bras. J'ai eu un mouvement de recul involontaire. J'ai bougé brusquement. Léo a levé la tête, surpris. « Qu'est-ce qu'il y a, papa? T'as mal ?» Ses yeux étaient pleins d'inquiétude, pleins d'amour. Il m'aimait. Pour lui, j'étais son papa. Il ne savait rien des chromosomes, des allèles, des mensonges d'adultes. Il savait juste que j'étais là pour chasser les monstres sous son lit. Mais le monstre, c'était moi. Le monstre, c'était la vérité que j'étais allé chercher. J'ai dû retenir mes larmes. J'ai dû mordre l'intérieur de ma joue jusqu'au sang pour ne pas éclater en sanglots devant lui. « Non, mon chéri, ai-je chuchoté, la voix brisée. J'ai juste une crampe. » Continue à regarder les images. J'ai fini l'histoire en accéléré. Je l'ai bordé, je l'ai embrassé sur le front. « Je t'aime, papa », a-t-il murmuré en fermant les yeux. Je suis resté figé dans l'encadrement de la porte. Ces mots, qui étaient autrefois ma plus grande richesse, sonnaient maintenant comme une condamnation. « Je t'aime aussi, Léo », ai-je répondu. Et c'était vrai, c'était ça le pire.
Je l'aimais désespérément, mais je savais que cet amour allait bientôt être la source de ma plus grande souffrance. Je suis redescendu au salon. J'ai vérifié mes emails pour la 100e fois de la journée. Rien. L'attente continuait. Le poison se diffusait lentement. Je regardais Sarah dormir et je me demandais comment un visage si angélique pouvait cacher un secret si noir. Je regardais le téléphone, attendant la notification qui allait sonner le glas de mon existence. Je ne savais pas encore que la réalité serait pire que tout ce que j'avais imaginé. Je pensais être prêt. Je pensais que le doute était le pire. Je me trompais. La certitude est une lame bien plus tranchante. Je me souviens exactement de l'endroit où ma vie s'est arrêtée. Ce n'était pas dans un hôpital, ni dans un tribunal. C'était sur le parking de mon entreprise, au niveau -2, zone grise, béton froid, néon qui grésille. Il était 13h14. Je m'étais réfugié dans ma voiture pour manger un sandwich que je n'avais pas l'intention d'avaler. L'habitacle sentait le cuir synthétique et le désodorisant vanille que Léo avait choisi à la station-service le mois dernier. « Ça sent bon, papa, comme des gâteaux », avait-il dit. Cette odeur, sucrée et écœurante, est désormais associée pour toujours au moment de ma mort spirituelle. Mon téléphone était posé sur le tableau de bord, écran noir, silencieux. Depuis le matin, je le surveillais comme une bombe à retardement. Et puis, c'est arrivé. Une vibration brève, un son de notification standard, le même que pour une promotion sur des pizzas ou un rappel de réunion. Bip bip, l'écran s'est allumé. Une bannière blanche. Expéditeur, laboratoire génomique. Objet, résultat de votre analyse, ref numéro 89402-K. Le monde extérieur a disparu. Les bruits de moteur, les claquements de portières, le bourdonnement de la ventilation, tout s'est tu. Il n'y avait plus que moi et ce petit rectangle lumineux. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû m'y reprendre à 3 fois pour taper mon code de déverrouillage. J'avais froid, un froid polaire qui partait de ma moelle épinière. J'ai cliqué sur la pièce jointe. Un fichier PDF, la barre de chargement bleue a avancé lentement. Trop lentement. Chargement, 50%, 80%. Le document s'est ouvert. C'était une page pleine de jargon médical, de tableaux, de loci génétique incompréhensible. Mes yeux ont scanné la page frénétiquement, cherchant la conclusion. Le verdict, et je l'ai vu. En bas de page, en gras, profil A, père, présumé 1, vous. Probabilité de paternité, 0,00%. Conclusion, exclusion. Le mot m'a frappé comme un coup de poing dans le plexus. Exclusion. On m'avait exclu. J'étais dehors. Je ne faisais pas partie de l'équation. J'ai arrêté de respirer. Littéralement. Mes poumons refusaient encore de se gonfler. C'était comme si l'air était devenu solide. J'ai relu le chiffre, 0, le néant, le vide absolu. Mais il y avait une deuxième page. Je ne voulais pas la tourner. Je savais ce qu'elle contenait. Une partie de moi voulait jeter le téléphone par la fenêtre et démarrer la voiture, rouler jusqu'à l'océan et disparaître. Mais je devais voir. Je devais boire la coupe jusqu'à la lie. J'ai fait glisser mon doigt sur l'écran. Page 2, profil B, père présumé 2, échantillon externe. Probabilité de paternité 99,99%. Conclusion, inclusion 99,99%. Marc, mon meilleur ami, mon frère. Le témoin de mon mariage. J'ai lâché le téléphone, il est tombé entre mes sièges, j'ai porté mes mains à mon visage et j'ai poussé un cri, mais aucun son n'est sorti. C'était un hurlement muet, un spasme violent qui a secoué tout mon corps. Ce n'était pas de la colère, pas encore. C'était une douleur pure, chirurgicale, dévastatrice. Vous pensez peut-être que ma première pensée a été pour Sarah, pour sa trahison, pour ses mensonges? Non, Sarah n'existait même pas à ce moment-là. Ma première pensée, mon unique pensée, c'était Léo. J'ai fermé les yeux et j'ai vu son visage. Son sourire édenté, la façon dont il me regarde quand il a réussi à faire un nœud de lacet tout seul. « Regarde, papa, j'ai réussi !» Et soudain, l'image s'est brisée. Ce n'était plus mon fils. Biologiquement, scientifiquement, factuellement, cet enfant était un étranger. C'est là que la véritable tragédie m'a frappé. Ce n'était pas d'avoir été cocufié, c'était d'avoir été volé.
On m'avait volé 5 années d'amour. On m'avait fait aimer un enfant qui ne m'appartenait pas. J'ai commencé à pleurer, des larmes brûlantes, acides. Je pleurais parce que je réalisais que je venais de perdre mon fils. Oh, non, il était vivant, bien sûr. Il était à l'école, en train de faire de la peinture ou de jouer aux billes. Mais le lien invisible, ce fil d'or que je croyais indestructible entre nous, il n'avait jamais existé. C'était une fiction. Chaque souvenir est revenu me hanter, mais cette fois, corrompu par la vérité. Le jour de sa naissance, j'avais coupé le cordon ombilical, j'avais pleuré en le tenant contre ma peau. Je m'étais dit, c'est ma chair, c'est mon sang, je vivrai pour lui. Mensonge. C'était le sang de Marc. C'était la chair de Marc que je tenais. Ses premiers pas. Il avait marché vers moi, les bras tendus. Viens voir papa. Mensonge. Il marchait vers l'homme qui jouait un rôle, un acteur non rémunéré dans une pièce de théâtre grotesque, mise en scène par ma femme et mon meilleur ami. Quand il a eu la fièvre à 40 degrés Celsius l'année dernière, j'ai passé 3 nuits blanches à lui mettre des compresses d'eau froide sur le front, terrifié à l'idée de le perdre. J'avais prié pour prendre sa douleur. Marc dormait chez lui, tranquille. C'était son fils qui brûlait de fièvre, mais c'était moi qui payais le prix de l'angoisse. Cette réalisation m'a donné la nausée. J'ai ouvert la portière et j'ai vomi sur le béton du parking. Mon estomac se vidait, comme s'il essayait de rejeter la toxicité de cette vérité. Je suis resté là, penché hors de la voiture, haletant, la salive au bord des lèvres. Léo, mon petit Léo, comment allais-je pouvoir le regarder maintenant? C'était ça le plus terrifiant. Je l'aimais plus que ma propre vie. Cet amour ne s'était pas éteint avec le résultat du test. Il était là, intact, puissant, mais maintenant, il était empoisonné. À chaque fois que je le regarderai, je verrai Marc. À chaque fois que je l'embrasserai, je sentirai le goût de la trahison. À chaque fois qu'il m'appellera « papa », ce sera un coup de poignard. Parce que je saurai que c'est faux. Je suis un imposteur. Je suis le gardien, le banquier, la nounou. Mais je ne suis pas le père. Marc est le père. J'ai relevé la tête. J'ai essuyé ma bouche avec le revers de ma manche. J'ai regardé mon reflet dans le rétroviseur. J'avais les yeux rouges, cernés. J'avais l'air d'un homme qui vient de tout perdre, un naufragé. Mais au fond de mes pupilles, quelque chose a changé. La tristesse a commencé à se solidifier. Les larmes se sont taries, remplacées par quelque chose de froid, de dur, de tranchant. Ils m'avaient tout pris. Ils avaient pris ma dignité. Ils avaient pris mon passé. Ils avaient pris mon avenir. Ils avaient fait de moi une blague. Pendant 5 ans, ils m'ont regardé élever cet enfant, payer ses vêtements, ses jouets, son école. Et ils devaient offrir rire en secret. Ou pire, ils se sentaient peut-être coupables, mais pas assez pour arrêter, pas assez pour me dire la vérité. Ils ont choisi leur confort au détriment de ma réalité. Ils ont décidé que je ne méritais pas de savoir. Ils m'ont traité comme un idiot utile. Une colère sourde a commencé à gronder dans ma poitrine. Pas une colère explosive, chaude et désordonnée, non. C'était une colère glaciaire, méthodique. J'ai ramassé mon téléphone. J'ai regardé une dernière fois les résultats. Marc, 99,99%. Très bien. Tu veux être le père, Marc? Tu as semé ta graine dans le jardin d'un autre et tu as laissé l'autre s'occuper de la récolte? C'est facile, ça. C'est confortable. J'ai fermé le PDF, j'ai verrouillé le téléphone. Je me suis redressé sur mon siège. J'ai ajusté ma cravate. J'ai respiré profondément, inspirant l'odeur de vanille, chimique, sans sourciller. Je n'allais pas rentrer ce soir en hurlant. Je n'allais pas tout casser. Je n'allais pas leur donner le spectacle d'un homme brisé qui perd le contrôle. Ce serait trop facile pour eux. Ils pourraient s'en dire « Regardez, il est fou, on a bien fait de ne rien lui dire. » Non, je vais être calme, je vais être parfait. Je vais leur offrir une dernière soirée. Un dernier acte dans cette comédie qu'ils m'ont imposée. Je vais les inviter à dîner, tous les deux, la famille réunie, le père biologique, la mère adultère et le cocu magnifique. Je vais les nourrir, je vais leur verser du vin, je vais sourire. Et quand ils seront bien détendus, bien rassasiés, persuadés que leur secret est enfoui sous des tonnes de béton, je ferai exploser la bombe. Mais pas n'importe comment, je veux voir leur visage. Je veux voir l'instant précis où leur monde s'effondre, comme le mien vient de le faire. Je veux qu'ils ressentent ce froid. J'ai démarré le moteur. Le bruit du moteur a résonné dans le parking vide. Mes mains ne tremblaient plus. Elles étaient fermes sur le volant. Je ne suis plus le même homme qu'il y a une heure. Le père aimant et naïf est mort sur ce siège. À sa place, il y a un homme qui n'a plus rien à perdre, et un homme
qui n'a plus rien à perdre, est l'homme le plus dangereux du monde. J'ai enclenché la marche arrière. Je suis sorti du parking. La lumière du jour m'a aveuglé un instant, mais j'ai mis mes lunettes de soleil. Direction la maison. J'ai un dîner à préparer. On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. C'est faux. La vengeance est un plat qui se prépare avec amour, avec minutie, comme un grand chef prépare son œuvre maîtresse avant le service. Il faut choisir les bons ingrédients, dresser la table et surtout s'assurer que les convives ne se doutent de rien jusqu'à la première bouchée. En rentrant du parking, j'étais d'un calme olympien, mais une sérénité effrayante. J'avais un plan. La première étape était d'évacuer Léo. Je ne voulais pas qu'il soit là. Je ne voulais pas qu'il voie le visage de sa mère se décomposer. Je ne voulais pas qu'il entende les mots qui allaient être prononcés. J'ai appelé ma mère. J'ai prétexté une soirée en amoureux, une envie de célébrer une bonne nouvelle au travail. Elle était ravie. Quand j'ai déposé Léo chez elle, je l'ai serré dans mes bras un peu plus longtemps que d'habitude. « Sois sage, mon grand », lui ai-je dit. Il m'a souri, insouciant. « T'inquiète pas, papa, mamie a dit qu'on ferait des crêpes. » Je l'ai regardé franchir le seuil de la porte. Je savais que lorsque je le reverrais, je ne serais plus le même homme. Je ne serais plus son père légitime. Je serais juste Pierre, l'homme qu'il a aimé par erreur. Une fois rentré chez moi, la maison vide m'a semblé immense. J'ai commencé les préparatifs. J'ai envoyé un message groupé à Sarah et Marc. Grosse nouvelle au boulot, promotion validée. Je passe chercher du champagne et de quoi faire un festin. Marc, ramène ta fraise ce soir. On fête ça tous les trois. 20h, pas d'excuses. Les réponses ont fusé immédiatement. Sarah, génial chérie, je suis fier de toi, je rentre tôt. Marc, félicitations mon pote, je serai là, prépare le foie gras. J'ai relu leurs messages. Des émojis festifs, des points d'exclamation. Quelle hypocrisie. Ils étaient ravis de venir boire mon vin et manger ma nourriture, tout en cachant le cadavre dans le placard. J'ai passé l'après-midi à cuisiner. J'ai choisi un menu complexe, un risotto aux truffes et un rôti de bœuf en croûte. Cuisiner m'occupait les mains, hacher les échalotes, ciseler le persil, parer la viande. J'avais un grand couteau de chef dans la main, une lame japonaise en acier damassé, tranchante comme un rasoir. À un moment, je me suis arrêté, le couteau en l'air, regardant mon reflet déformé sur la lame. Je pouvais tout arrêter. Je pouvais fuir, mais non. Il fallait aller jusqu'au bout. Il fallait que la scène se joue. À 19h30, la table était dressée. Nappe blanche, argenterie des grands jours, bougies. J'avais sorti 3 verres en cristal. J'avais ouvert une bouteille de grand cru, classée. Un vin rouge profond, presque noir. Sarah est rentrée la première. Elle était belle. Elle s'était changée. Elle portait une robe noire élégante, un peu de rouge à lèvres. « Mon chéri !» s'est-elle exclamée en m'embrassant. J'ai senti son parfum, ce parfum que je connaissais par cœur. J'ai reçu son baiser sur ma joue. Sa peau était douce. Avant, ce contact me donnait des frissons de plaisir. Aujourd'hui, il m'a donné la chair de poule. J'avais l'impression d'être embrassé par Judas. « Tu as mis les petits plats dans les grands », a-t-elle dit en admirant la table. « C'est si important que ça, cette promotion ?» J'ai souri, un sourire de façade, accroché à mes oreilles comme un masque de carnaval. C'est plus qu'une promotion, Sarah. C'est un tournant, une nouvelle vie qui commence. Elle n'a pas saisi le double sens. Elle m'a souri en retour, confiante, aveugle. La sonnette a retenti à 20h pile. C'était lui. Marc. J'ai ouvert la porte. Il était là, rayonnant, une bouteille de whisky à la main. « Alors il est tout le nouveau patron ?» a-t-il hurlé en me prenant dans ses bras. L'étreinte de mon meilleur ami. Je sentais la chaleur de son corps, la force de ses bras. C'était l'homme à qui j'avais confié mes peurs, mes espoirs, l'homme qui m'avait consolé quand mon père est mort. Et tout ce temps, il me volait. Je lui ai tapé dans le dos, 2 coups secs. « Entre l'artiste, tu es en retard pour l'apéro. » Nous nous sommes installés au salon. L'ambiance était parfaite, trop parfaite. Les bougies vacillaient doucement. La musique jazz jouait en fond sonore. Nous avions l'air d'une publicité pour la réussite sociale. Le couple heureux et l'ami fidèle. Ils se sont détendus très vite. Le champagne a aidé. Je les observais. J'étais devenu un spectateur invisible. Je notais chaque regard. Quand Marc racontait une anecdote, il cherchait l'approbation de Sarah des yeux.
Quand Sarah riait, elle rejetait la tête en arrière, exposant son cou, et le regard de Marc s'attardait une seconde de trop sur sa gorge. Ils ne se touchaient pas ouvertement, mais l'électricité entre eux était palpable. C'était une danse subtile, faite de silence et de sourires complices. Ils se pensaient en sécurité. Ils pensaient que Pierre, le bon vieux Pierre, était trop occupé par sa carrière et trop naïf pour voir quoi que ce soit. « Et donc ?» a demandé Marc en se resservant du vin. « Raconte-nous, c'est quoi ce nouveau poste, directeur ?» J'ai fait tourner le vin rouge dans mon verre. Le liquide a laissé des traces de pourpre sur le cristal, comme des larmes de sang. « C'est un poste à responsabilité, » ai-je répondu calmement. « Ça demande beaucoup de vigilance. Il faut savoir analyser les détails, repérer les erreurs, faire le tri entre ce qui est vrai et ce qui est faux. » J'ai levé les yeux vers eux. Un peu comme un auditeur, tu vois, quelqu'un qui vérifie les comptes pour s'assurer que personne ne vole l'entreprise. Sarah a froncé légèrement les sourcils. « Tu es toujours dans le marketing, non ? Je croyais que c'était pour la direction créative. »« C'est une métaphore, chérie, » ai-je dit doucement. « C'est pour dire que j'ai enfin ouvert les yeux sur la réalité du marché. » Marc a éclaté de rire. « Waouh, t'es philosophe ce soir. Allez, trinquons à ça. » À la clairvoyance, il a levé son verre. Sarah a levé le sien. À la clairvoyance, ai-je répété. Nos verres se sont entrechoqués avec un tintement cristallin. Tching, le son de la trahison. Le dîner s'est poursuivi. J'ai servi le rôti. J'ai joué mon rôle à la perfection. Je racontais des blagues. Je servais du vin dès que leur verre était à moitié vide. Je voulais qu'ils soient ivres. Pas ivres-morts, mais désinhibés. Confortables. Je voulais qu'ils se sentent intouchables. À un moment, la conversation a dérivé sur Léo. C'était inévitable. « C'est dommage que le petit monstre ne soit pas là, » a dit Marc en piquant un morceau de viande. Je lui avais promis de lui montrer comment faire des ricochets ce week-end. J'ai posé mes couverts. Le bruit du métal sur la porcelaine a déjà été un peu trop fort. « Tu l'aimes beaucoup, n'est-ce pas ?» ai-je demandé. Ma voix était basse, neutre. Marc s'est arrêté de mâcher. Il m'a regardé, surpris par le ton. « Bah oui, c'est mon filleul. C'est comme mon neveu. Pourquoi ?» J'ai fixé Marc droit dans les yeux. J'ai cherché une trace de culpabilité. Rien, juste cette assurance arrogante. Il croyait vraiment à son propre mensonge. Ou alors, il s'était tellement répété l'histoire du parrain qu'il avait fini par oublier la réalité biologique. « Pour rien, ai-je dit. C'est juste beau à voir, cette connexion. Parfois, on dirait que vous vous comprenez sans parler. C'est rare. » Sarah s'est agitée sur sa chaise. Elle a senti quelque chose, une tension imperceptible. L'instinct féminin peut-être, ou la conscience coupable qui commence à s'éveiller. « Pierre, tout va bien ?» a-t-elle demandé. « Tu as l'air étrange ce soir. Tu es sûr que c'est une bonne nouvelle, cette promotion ?» J'ai souri à ma femme, ce sourire qui ne montait pas jusqu'aux yeux. « Tout va très bien, Sarah. Je n'ai jamais été aussi lucide de toute ma vie. » J'ai regardé ma montre. 22h15. C'était l'heure. Le dessert attendait dans la cuisine, mais il n'aurait pas faim pour le sucré. J'ai repoussé mon assiette. J'ai joint mes mains sur la table, comme un juge avant de prononcer une sentence. « En fait, ai-je commencé, brisant un silence qui devenait pesant. Je vous ai menti. » Ils se sont figés tous les deux. Marc a reposé son verre. Sarah a posé sa main sur la table. « Comment ça ?» a demandé Marc, un sourire incertain aux lèvres. « T'as pas vécu la promotion. C'est pas grave, mec, on s'en fout, on est là pour... » « Si, j'ai eu une promotion. » L'ai-je coupé. Mais ce n'était pas pour ça que je vous ai invité. Je me suis levé lentement. J'ai dominé la table de toute ma hauteur. L'ombre de ma silhouette s'étirait sur le mur derrière moi. Je vous ai invité parce que je voulais célébrer quelque chose de plus important que le travail. Je voulais célébrer la vérité. J'ai marché vers le buffet en chêne massif qui trônait dans le coin de la pièce. Mon cœur battait fort, mais c'était un battement puissant, régulier, le battement d'un tambour de guerre. J'ai ouvert le tiroir. J'ai pris les 2 grandes enveloppes Kraft que j'avais préparées. Elles étaient épaisses, lourdes de conséquences. Je suis revenu vers la table. Le silence était total. On n'entendait plus que le grésillement d'une bougie qui arrivait à sa fin. J'ai posé une enveloppe devant Sarah. J'ai posé l'autre enveloppe devant Marc.
Sur chaque enveloppe, j'avais écrit un seul mot au feutre noir. Sur celle de Sarah, Léo, sur celle de Marc, moi. Ils ont regardé les enveloppes comme si c'était des explosifs. Ils n'osaient pas les toucher. « C'est quoi ça ?» a demandé Sarah. Sa voix tremblait. Elle savait, au fond d'elle, elle savait. La couleur avait quitté ses joues. « J'ai des cadeaux pour les 2 personnes les plus importantes de ma vie, » ai-je dit avec une douceur terrifiante. « Ouvrez, s'il vous plaît. » Je me suis rassis, j'ai croisé les bras, j'ai attendu. Le piège s'était refermé. Il n'y avait plus d'issue. Marc aurait été le premier à bouger. Il a ri nerveusement, un rire qui sonnait faux. « C'est quoi ce délire, Pierre ? C'est une blague ? C'est des billets d'avion pour des vacances ?» Il a tendu la main vers l'enveloppe. Ses doigts ont effleuré le papier. « Vas-y, Marc, l'ai-je encouragé. Ouvre, c'est le résultat de beaucoup de travail. » Il a déchiré le papier. Le bruit du papier déchiré a résonné comme un coup de feu dans la pièce silencieuse. Le bruit du papier déchiré s'est tu. Marc a sorti la feuille pliée en 3. Il l'a dépliée avec des gestes lents, presque maladroits, comme si ses doigts étaient soudainement engourdis. J'ai vu ses yeux parcourir la page. J'ai vu le moment précis où son cerveau a enregistré l'information. Ses pupilles se sont dilatées. Sa bouche s'est entr'ouverte, mais aucun son n'est sorti. La couleur a quitté son visage, comme si on avait tiré un bouchon au bas de son corps et que tout son sang s'était vidé par les pieds. Il est devenu gris, cendré. Sarah, elle, n'avait pas encore ouvert son enveloppe. Elle fixait Marc. Elle a vu sa réaction. Elle a compris. Elle a laissé tomber son enveloppe sur la table sans l'ouvrir. Elle a porté ses mains à sa bouche, étouffant un sanglot qui commençait à monter. « Pierre !» a murmuré Marc. Sa voix était méconnaissable. C'était un croassement faible, pathétique. « Pierre, c'est pas ce que tu crois. » J'ai ri, un rire bref, sec, sans joie. « Ce n'est pas ce que je crois ?» ai-je répété calmement. « Marc, regarde la page 2, regarde le graphique. La science ne croit pas, Marc. La science sait. Il n'y a pas de croyance ici. Il n'y a que de l'ADN. » Il a baissé les yeux sur la feuille, comme s'il espérait que les chiffres changent par magie. 99,99%, ai-je dit. C'est un score parfait, non ? Tu as toujours aimé gagner. Bravo, Marc, tu as gagné. Le silence est retombé, lourd, étouffant. L'air dans la pièce semblait s'être raréfié. On entendait seulement la respiration saccadée de Sarah. Elle pleurait maintenant, des larmes silencieuses qui coulaient sur ses joues poudrées, ruinant son maquillage parfait. Je me suis levé et j'ai contourné la table. Je marchais lentement. Je n'étais pas menaçant. J'étais juste fatigué. Une fatigue millénaire qui pesait sur mes os. Je me suis arrêté derrière la chaise de Sarah. Elle s'est raidie, mais n'a pas bougé. « Tu sais ce qui me fait le plus mal ?» ai-je demandé en regardant le sommet de son crâne. « Ce n'est pas que tu aies couché avec lui. Les couples se brisent, les gens font des erreurs, la passion s'émousse. Je suis un adulte, je peux comprendre ça. » J'ai posé ma main sur le dossier de sa chaise. Elle a tressailli. « Non, ce qui me tue, Sarah, c'est le calcul. C'est le mensonge maintenu jour après jour, pendant 5 ans. C'est chaque matin où tu m'as regardé préparer le petit déjeuner de Léo, en sachant que je nourrissais le fils d'un autre. C'est chaque fois que tu m'as laissé signer les bulletins scolaires, payer la mutuelle, m'inquiéter pour son avenir. Je me suis tourné vers Marc. Il était affalé sur sa chaise, la tête dans les mains. L'image de la réussite triomphante avait disparu. Il n'était plus qu'un homme pris au piège. « Et toi ?» ai-je continué, ma voix montant légèrement en intensité, vibrante d'une douleur contenue. « Mon frère, mon meilleur ami. »« Pierre, je te jure que je ne savais pas, » a-t-il balbutié, en levant vers moi des yeux rouges. « On a fait une erreur, une seule fois, c'était une soirée arrosée, il y a 5 ans. On s'est juré de ne jamais en reparler. Je ne savais pas que Léo était... »« Ta gueule !» Le cri a jailli de ma poitrine sans prévenir. Il a fait trembler les verres en cristal. Marc s'est recroquevillé comme un enfant battu. J'ai repris mon souffle. J'ai baissé le ton, mais chaque mot était maintenant tranchant, comme du verre brisé. « Ne m'insulte pas avec tes excuses. Tu as des yeux, Marc. Tu as vu son menton. Tu as vu ses yeux. Tu as vu ses mains. Au fond de toi, tu savais. Tu as choisi d'ignorer la vérité parce que c'était plus confortable pour toi. C'était plus facile de me laisser jouer le rôle du papa idiot pendant que tu jouais le rôle du parrain cool. » J'ai attrapé la bouteille de vin et j'ai rempli mon verre à ras-bord.
Ma main ne tremblait plus du tout. Tu m'as volé, Marc. Tu ne m'as pas volé de l'argent. Tu ne m'as pas volé ma voiture. Tu m'as volé 5 années de ma vie. Tu m'as volé ma paternité. J'ai senti les larmes me monter aux yeux, mais je refusais de les laisser couler devant eux. Tu sais ce que c'est d'aimer un enfant, de l'aimer plus que soi-même, de sentir son cœur exploser de fierté quand il réussit quelque chose? J'ai ressenti ça pour Léo. J'ai construit mon monde autour de lui. Et ce soir, grâce à toi, je dois faire le deuil d'un enfant qui est encore vivant. J'ai pointé un doigt vers la chambre de Léo, à l'étage. Ce petit garçon là-haut, biologiquement, il est à toi. C'est ton sang, c'est tes gènes, mais c'est moi qui lui ai appris à marcher. C'est moi qui lui ai été appris à dire « s'il te plaît » et « merci ». C'est moi qui ai chassé ses cauchemars. J'ai fait tout le travail, Marc, et maintenant, chaque fois que je le regarderai, je verrai ta trahison. Tu as empoisonné l'amour que j'avais pour lui. Chara a éclaté en sanglots bruyants, cachant son visage dans ses mains. Pardonne-moi, Pierre, je t'en supplie. On peut arranger ça. Léo t'aime, tu es son père. Non, Sarah, ai-je dit doucement. Je ne suis pas son père. Je suis le mari trompé. Je suis l'homme qui paye les factures. C'est différent. J'ai regardé autour de moi, ce salon que j'avais peint, ces meubles que nous avions choisis ensemble. Tout cela me semblait soudain étranger, comme un décor de cinéma dont les lumières venaient de s'éteindre. Je ne vais pas me battre, ai-je déclaré. Je ne vais pas aller au tribunal pour réclamer la garde d'un enfant qui n'est pas le mien. Je ne vais pas vous traîner dans la boue. Je vaux mieux que ça. Je vaux mieux que vous. Je suis allé dans le couloir. J'avais préparé un sac de voyage ce matin. Il était caché dans le placard à manteau. Je l'ai sorti et je l'ai jeté sur le sol du salon. Le bruit, lourd, a résonné. Je pars. Ils ont levé la tête simultanément. Quoi ? A dit Sarah, paniquée. Tu nous mets dehors ? J'ai secoué la tête avec un sourire triste. Non, c'est ça ma vengeance, Sarah. Je vous laisse ici. Je vous laisse avec cette maison. Je vous laisse avec ce mensonge qui est maintenant devenu votre vérité. Je me suis tourné vers Marc. Tu voulais une famille, Marc ? Félicitations. Tu l'as. Prends ma place. Assieds-toi dans mon fauteuil, dors dans mon lit, élève ton fils. Réveille-toi la nuit quand il est malade. Paye les traites de la maison. Vas-y, sois un homme. Je l'ai fixé intensément. Mais souviens-toi d'une chose. Chaque jour, quand tu regarderas Léo, tu sauras que tu as détruit ton meilleur ami pour l'avoir. J'espère que tu pourras vivre avec ça. J'espère que l'image de mon visage te hantera chaque fois que tu l'embrasseras. J'ai ramassé mon sac. J'ai mis ma veste. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Ma main s'est posée sur la poignée froide. J'ai hésité une seconde. Sur la console de l'entrée, il y avait une photo encadrée. Une photo prise l'été dernier à la plage. Léo est sur mes épaules. Nous rions tous les deux aux éclats, éclaboussés par les vagues. Nous avons l'air si heureux, si unis. J'ai pris le cadre, j'ai caressé le visage de l'enfant avec mon pouce. Une larme a fini par échapper à mon contrôle. Elle a roulé sur ma joue et est tombée sur le verre du cadre. « Adieu, Léo !» ai-je chuchoté, si bas qu'il ne pouvait pas m'entendre. J'ai reposé le cadre, face contre la table. Je ne voulais plus voir ce bonheur factice. J'ai ouvert la porte. L'air frais de la nuit m'a frappé le visage. C'était vivifiant, c'était l'air de la liberté, mais une liberté amère, glaciale, terrifiante. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'ai pas dit un dernier mot. J'ai franchi le seuil et j'ai refermé la porte derrière moi. Le bruit de la serrure qui s'enclenche a été le son final de ma vie d'avant. Clic. J'ai marché vers ma voiture, seul sous les lampadaires oranges de la rue. Je laissais derrière moi ma femme, mon meilleur ami et le fils que j'avais aimé plus que tout. J'avais tout perdu, mais en m'asseyant au volant, alors que je mettais le contact et que je voyais la silhouette de ma maison s'éloigner dans le rétroviseur, j'ai réalisé une chose. La douleur était immense, oui. Elle allait me déchirer pendant des mois, peut-être des années, mais au moins, pour la première fois depuis 5 ans, je vivais dans la vérité. Et la vérité, aussi brutale soit-elle, est la seule fondation sur laquelle on peut reconstruire quelque chose de solide. Même si l'on doit tout reconstruire sur un champ de ruines. Je n'ai pas allumé la radio. J'ai roulé dans le silence, m'enfonçant dans la nuit, loin de la rue des Lilas, loin de l'impensable.